Donc, bienvenue à tous. Nous allons donc être ensemble pour une petite heure, trois quarts d'heure, une heure, suivant les débats. C'est un webinaire qui est organisé par la promo 2020-2021 de la formation Parcours Cadre, qui est une formation qui est proposée par le CNAM Occitanie et qui est financée par la région Occitanie. C'est une formation qui répond à un double besoin. D'une part, bâtir un nouveau projet professionnel et d'autre part, acquérir des compléments de compétences, des montées de compétences en termes de management, de RH, de gestion, de communication, en tout cas, cela avec une forte dimension digitale. Et c'est dans ce cadre, justement, que la promo de cette année a souhaité organiser un événement sur une question essentielle de société qu'est l'innovation frugale. J'aurai l'occasion de vous présenter l'équipe au cours des échanges de ce soir. Quelques informations pratiques, coupez vos micros, merci. Pour suivre ce webinaire, pardon, je viens de dire à certains, mais je le redis, pour que ce soit plus confortable pour le suivre, en haut à droite de votre écran sur Zoom, vous avez marqué affichage. Et donc, vous mettez intervenant ou côte à côte intervenant. Vous avez l'un ou l'autre qui peut apparaître. Ensuite, le webinaire est enregistré. Vous l'avez peut-être déjà vu, il y a un petit signe qui montre l'enregistrement. Cela nous permettra de mettre cette vidéo sur la page LinkedIn de l'événement pour pouvoir le revoir en replay, comme on dit. Donc, une fin prévue aux alentours de 19h, peut-être je pense un peu avant 19h, on va voir suivant les échanges. À la technique, donc je viens de vous le dire, il y a Axel Fourcet, qui est consultante et coach en développement personnel et professionnel et qui fait partie des formateurs du parcours cadre. Et puis, pour rentrer dans notre sujet, nous accueillons ce soir Éric Papin. Vous êtes conseiller en innovation au sein d'ADOC. Si je ne me trompe pas, vous m'arrêtez, c'est l'agence de développement économique de la région Occitanie. C'est bien ça, en deux mots, c'est une agence financée par la région Occitanie pour accompagner les entreprises dans leurs problématiques d'implantation, d'investissement, d'export et d'innovation. C'est dans ce cadre que j'agis. Mon rôle, typiquement, mon rôle quotidien en termes de conseil est d'aider les entreprises qui ont une idée, un projet innovant, de les aider de passer de l'idée aux produits ou services commercialisés. Et vous nous faites le plaisir donc d'apporter ce soir votre regard et votre expertise sur cette innovation frugale. Et si vous le voulez bien, donc vous allez avoir 6 interlocuteurs ce soir qui ont choisi d'aborder ce sujet avec vous au travers de 4 thématiques. Bien entendu, une définition de ce qu'est ce concept, une exploration aussi des conditions de mise en œuvre au travers de cas concrets, sa mise en pratique par une entreprise et ses collaborateurs, en particulier en termes d'évolution des métiers, et enfin, répondre à une question qui est: faut-il opposer technologie et simplicité? Nous allons donc commencer tout de suite par le premier thème, donc l'innovation frugale, un état d'esprit. Sur ce sujet, votre interlocuteur va être Romuald. Romuald, bonsoir. Vous êtes positionné sur des postes de manager et de responsable d'exploitation ou centre de profit d'ailleurs. Au fil de votre expérience, vous avez mis les mains dans de nombreux aspects d'une entreprise, comme le management, la sécurité, la qualité, l'exploitation, le commercial, la gestion de projet, la formation, etc. Je dirais en fait que vous êtes un manager expérimenté, mais surtout multitâche. C'est à vous que revient le démarrage de notre entretien avec Éric Papin. Je vous laisse tous les deux. Merci Sophie. Bonsoir à tous. Bonsoir Éric. Je commence avec la première question. Selon vous, quel est le principe essentiel de l'innovation frugale? Très bien. Alors, oui, j'ai oublié de remercier nos participants qui se sont connectés ce soir. Donc, merci à vous. Et également, merci à l'équipe organisatrice de m'avoir invité. Il faut souligner le courage d'organiser des événements en ce moment. Donc, c'est bien, bravo à vous. Alors, Romuald, pour répondre à votre question, je dis, dans innovation frugale, il y a deux termes. Il y a innovation. Alors, innovation, vous savez ce que c'est, mais il y a une définition qui me plaît bien, c'est que c'est une invention qui se vend
qui se vend au sens pas seulement commercial, mais dans un sens également, qui trouve son marché, qui trouve ses usagers, qui répond à un besoin. Et on va y revenir à plusieurs reprises, je pense, au cours de ce webinaire. Et Frugal, derrière Frugal, il y a les notions de sobriété, de simplicité, faire pas trop sophistiqué et à impact le plus faible possible. On va y revenir, impact environnemental et autres. Et donc, globalement, c'est l'innovation frugale, c'est comment faire mieux avec moins. Et alors, pour éviter de faire un grand discours, on va prendre déjà un premier exemple qui permet d'illustrer ça. Un exemple qui nous concerne tous potentiellement, puisque ça concerne l'habitat, le bâtiment et le confort d'été. Pourquoi j'ai pris cet exemple au passage, le confort d'été, on en parle assez peu. On parle souvent de l'hiver, s'isoler, comment lutter contre le froid l'hiver. Il faut savoir que dans notre région, en tout cas, d'un point de vue la consommation énergétique pour lutter contre le chaud l'été rejoint le niveau de la consommation énergétique de l'hiver. Donc, voilà, il y a, juste pour citer, l'enjeu qui est derrière, même si on n'en parle pas beaucoup. Alors, comment on lutte contre le chaud l'été? Il y a la méthode classique, je dirais. On s'équipe de climatiseurs. On peut s'équiper d'outils un peu plus récents, plus innovants, comme des volets roulants qui sont pilotés à la lumière en fonction du niveau du soleil, qui se ferment la journée, donc automatiquement. On peut coupler ça à de la domotique, à la mesure de température. On peut s'équiper de vitrages qui se teintent automatiquement au soleil. Bon, ça c'est une version, ça marche, mais c'est onéreux, ça demande beaucoup d'entretien, il y a des pièces qui s'usent, des moteurs, c'est sophistiqué, il y a des pannes récurrentes et ça consomme de l'énergie. Et il y a une autre voie où on isole bien son habitat avec des matériaux biosourcés. On utilise des ombrières, il y a pas mal d'entreprises qui travaillent là-dessus, sur des ombrières en bois inclinables qui sont en même temps esthétiques. On conçoit le bâtiment de sorte à profiter de la ventilation, du frais de la nuit. Donc, on s'arrange pour pouvoir ventiler, exploiter la ventilation naturelle. Voilà, cette deuxième solution, elle fonctionne. Les retours d'expérience sont positifs. Les simulations montrent que dans 95% des cas, ça suffit. Et ça consomme peu d'énergie et il y a moins d'impact en termes de gestion de déchets, etc. Donc voilà déjà un petit exemple d'innovation frugale. D'accord, mais alors du coup, qui est concerné? Est-ce que c'est les entreprises, les citoyens, les hautes technologies? Alors, potentiellement tout le monde. D'abord, évidemment, les entreprises, entreprises et créateurs d'entreprises, puisque le rôle est de développer ces innovations et de les diffuser. Les citoyens également, puisque on le voit déjà à travers cet exemple, en fonction du choix que l'on fait, entre ces deux options, il y a des impacts différents sur l'environnement, sur les déchets, sur l'énergie, sur les coûts, sur la durabilité, etc., sur le choix des matériaux. Ce n'est pas pour stigmatiser les volets roulants, j'en ai chez moi, mais on ne peut pas utiliser de bois durable du coup, donc on passe sur de l'alu ou du PVC qui sont moins écologiques, donc voilà, ça a des impacts. Donc le citoyen est concerné évidemment. Et je dirais que ça concerne aussi tous les secteurs d'activité. Là, on parle de l'habitat, mais ça peut potentiellement concerner tous les secteurs comme l'automobile et même des secteurs très technologiques comme le spatial. D'accord. Du coup, comment et quand est apparu ce mouvement? Alors, on peut apporter deux réponses à cela. Il y a disons que ce mouvement a été formalisé, conceptualisé dans les années 2010, avec notamment apparition en 2013, diffusion d'un livre de Navi Raju, qui est un universitaire d'origine indienne, qui a il a appelé ça, lui, l'innovation Jugaad. Jugaad étant un terme en
Pendjabi, je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça, mais en tout cas, ça s'écrit comme ça, qui désigne en gros un camion de fortune qui est bricolé avec un moteur diesel sur un chariot. On a tous vu des images. L'auteur, il a associé ça au concept d'innovation parce que derrière, il y a beaucoup d'inventivité, d'ingéniosité de la part de populations qui évoluent dans des contextes économiques difficiles et aux ressources limitées. Donc, on va dire que le concept est apparu, entre autres, à ce moment-là. Et derrière, il a été repris par pas mal d'auteurs qui ont poussé la réflexion sur notamment l'efficacité des grandes organisations occidentales qui s'organisent sous forme de grands centres de recherche et développement avec beaucoup de moyens injectés. Donc, voilà, ça a mené des réflexions sur l'efficacité de ces modèles, et également des essayistes qui, on trouve ça dans la littérature, des essayistes qui ont traduit, conceptualisé ça autour de 8 principes et modes d'action qui reprennent en gros ce qu'on perçoit derrière l'innovation frugale. Et voilà, donc on va dire qu'à travers cet aspect-là, on a une petite dizaine d'années de recul. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a démarré sous forme de signaux faibles et ça devient, nous, on observe qu'on commence à en parler dans différents secteurs d'activité en utilisant ce terme. Ça se déploie. Et ensuite, il y a une autre façon de répondre à votre question, c'est que bien sûr, l'humanité est soumise aux contraintes. L'accès est limité aux ressources, à l'énergie, au savoir-faire, à la connaissance, ça, c'est pas nouveau. Donc, de tout temps, l'homme a cherché à faire mieux avec moins. Donc, on peut certainement trouver plein d'innovations que l'on peut qualifier de frugales dans l'histoire. Donc, en soi, c'est pas nouveau. Certainement, mais ce qu'il est, c'est de l'avoir formalisé, de l'avoir conceptualisé, de le structurer, et ce qui permet de chercher à le promouvoir, y compris dans nos sociétés industrielles qui sont un petit peu moins soumises à ces problématiques de ressources, en tout cas pour l'instant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir apparaître cette notion sans pour autant que ce soit fait sous la contrainte forte. Et puis, à une échelle plus courte, de quelques générations, et notamment de la nôtre et de celles qui viennent, voilà, c'est probablement une façon d'innover qui devient critique, puisqu'on sait l'enjeu derrière les ressources énergétiques et de matière. Merci Romuald. Donc Eric, nous allons continuer sur la suite des thèmes. On va parler maintenant plutôt du business model et des applications de l'innovation frugale. Et vous allez en parler avec deux Nathalie. Nathalie Geffroy, d'abord. Bonsoir Nathalie, vous êtes engagée auprès des PME pour le développement de leurs projets. Et puis vous êtes vous-même devenue une entrepreneuse avec la création d'un food truck avec une vraie particularité, c'est-à-dire de proposer des produits uniquement à base des spécialités à base de sarrasin. Bien entendu, je pense que vous êtes à l'écoute de besoins pour venir installer votre food truck dans des événements dès que la situation permettra évidemment de revenir à l'organisation d'événements en vrai et donc un peu plus conviviaux. Nathalie Papa aussi, bonsoir Nathalie. Bonsoir. Vous accompagnez les entreprises et les professionnels au changement et à la diversification par la formation et le conseil. Il me semble que parmi vos expertises, je peux citer le marketing technique et stratégique et le développement commercial. Et je vous passe la parole pour la suite des échanges avec notre invité. Très bien, merci Sophie. Eric, voilà, bonsoir. J'aurais voulu vous poser une question. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret d'innovation frugale ? Oui, on peut même en donner plusieurs. Pour rester sur des exemples qui ont été médiatisés et illustrés, ce propos, il y a l'exemple dans l'automobile de la Dacia,
Carlos Ghosn, qui est le promoteur initial de Dacia, parlait lui-même d'ingénierie frugale. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette voiture à plus bas coût? C'est sans rogner sur la sécurité, sur le confort, c'est restreindre la voiture à son strict, nécessaire, sans chercher à suréquiper et trop de sophistication. C'est l'utilisation de composants des modèles précédents qui sont déjà amortis, et qui donc permet d'obtenir des tarifs inférieurs. Donc, on retrouve bien cette notion de frugalité. Et également, la période du Covid nous a apporté son lot d'innovation frugale. On a vu la problématique des respirateurs, notamment. Il a fallu sourcer rapidement beaucoup de centres de santé, et il y a eu un problème de disponibilité, mais également ces appareils sont très coûteux. On a vu différentes entreprises et laboratoires développer des respirateurs plus simples, moins sophistiqués, mais qui font le job, et qui ont pu être disponibles sur le marché rapidement et à moindre coût. Voilà. Et dans la même optique, on a pu voir aussi l'utilisation des masques de plongée de Decathlon et les convertir pour équiper ces respirateurs avec, on les adapte avec quelques éléments simples et assez rapidement, ça a permis d'avoir des masques pour ces respirateurs sur la base de un peu d'ingéniosité. On peut citer également dans la téléphonie, en ce moment, en parallèle de la course aux appareils hyper sophistiqués et très coûteux, on voit apparaître de plus en plus de modèles reconditionnés, d'une part, et également des modèles qui sont entièrement démontables, où on peut facilement remplacer les composants défectueux, donc ce qui permet de ne pas jeter son appareil alors qu'il n'y a qu'un composant qui est défectueux. Donc voilà, ça illustre bien qu'on peut rencontrer, faire de l'innovation frugale dans tous les secteurs d'activité. Ok, Nathalie Geffroy, bonjour à tous, bonjour Eric. Eh bien moi, j'aurais voulu savoir quel était le business model donc, de l'innovation frugale et s'il y avait un exemple de ce business model à nous donner donc, dans l'actualité actuelle. Alors, est-ce qu'il y a un modèle propre à l'innovation frugale? J'en suis pas convaincu. Comme je viens de le dire, l'innovation frugale peut se rencontrer dans tous les secteurs d'activité. Dans tous les secteurs d'activité, on utilise des modèles économiques variés. Ça va du modèle simple du commerçant qui se rémunère par la vente de ses produits au modèle dont on parle beaucoup en ce moment, des GAFA qui se financent, c'est pas l'usager qui paye, eux, ils se financent par la revente des données qu'ils extraient à nous observer, utiliser leurs outils. Il y a ces modèles, il n'y a pas de raison que l'innovation frugale étant dans tous les secteurs d'activité, il n'y a pas de raison qu'il y ait un modèle propre. Je dirais plutôt qu'il y a quelques modèles qui sont un peu plus emblématiques et plus appropriés, plus en cohérence avec l'innovation frugale. Et on peut citer par exemple le circuit court, dont on parle beaucoup en ce moment également, qui consiste à rapprocher au plus direct le producteur du consommateur. Derrière ça veut dire qu'on simplifie un certain nombre de choses, on va plus vers de la ressource locale, on cible mieux ses clients, leurs besoins, donc on retrouve bien derrière le modèle du circuit court cette notion de frugalité. Donc je dirais simplement ça fait partie des modèles qui sont bien en cohérence, mais je pense qu'il n'y a pas de modèle propre à l'innovation frugale. Ok, et justement, je pense actuellement, est-ce que vous pensez que la situation de la crise actuelle, notamment la crise
sanitaire a remis l'innovation frugale à l'actualité, justement, puisqu'elle existait déjà depuis quelques années, mais on en reparle beaucoup ces derniers temps. Oui, sans doute, puisque on a pu observer pendant ces 2 périodes de confinement, et entre les deux, on a pu observer des ruptures d'approvisionnement, même si ça n'a pas mené à des situations catastrophiques. On a tous observé des rayons dans certains magasins qui étaient vides. Au passage, ça permettait de voir ce qui venait d'Asie. Et on a pu observer les complications logistiques qui arrivent très vite. On a pu constater notre forte dépendance vis-à-vis de pays lointains. Et tout ça nous rappelle l'importance de faire sobre, de faire mieux avec moins, de faire local. Et du coup, vous pensez que c'est un effet de mode ou un modèle qui va perdurer dans le temps? Alors, je dirais que c'est un modèle qui doit perdurer dans le temps. D'abord, comme je disais tout à l'heure, si on oublie la notion de concept, c'est quelque chose qui est pratiqué finalement depuis tout temps par l'humanité. On sait qu'on va faire face, d'autant plus dans les années à venir, à des restrictions, enfin, du fait de l'explosion démographique, du fait de l'enjeu sur le climat, et également du fait de la raréfaction du pétrole, parce que ça, on n'en parle plus, mais aujourd'hui, on vit sous l'ère du pétrole, c'est un peu open bar. Toute l'industrie s'est construite dessus, et pas seulement pour aller au travail. Il y a par exemple plein de matériaux qu'on ne saurait plus faire sans pétrole, sans la pétrochimie. Donc ça impacte toute la société. Et on sait que, c'est intéressant d'ailleurs, depuis quelques temps, il y a pas mal, même les dirigeants de grands groupes pétroliers et même les gros producteurs admettent qu'on en voit une fin. La fin de l'accession du pétrole accessible de manière pas trop ponéreuse. Alors, personne ne sait quand, ce sera dans plusieurs décennies, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va bien dans le sens où, logiquement, la sobriété sera de mise. On voit toute la problématique de gestion des déchets qui est énorme. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit qu'un effet de mode. Alors peut-être qu'on n'appellera pas ça innovation frugale, je ne sais pas, mais il n'y a pas de raison que ça ne perdure pas. En tout cas, il faut souhaiter que ça perdure. Merci Nathalie et Nathalie. Merci, Eric, j'ai vu aussi donc, dans les commentaires, Michel nous parlait aussi de l'open source, parce que c'est un peu comme l'idée aussi de tout à l'heure où vous disiez que les téléphones portables, enfin, on peut les ouvrir. C'est aussi quelque part de l'open source. Donc, je pense que c'est aussi une des conditions qui permettent à chacun de mettre les mains et d'être ingénieux parce qu'on nous laisse la porte ouverte. Tout à fait. Voilà, comme c'est le cas. Et puis, il nous parlait aussi du DIY, pour, je traduis, le do it yourself, faites vous-même aussi, qui est de plus en plus à la mode. Donc, je pense que c'est aussi 2 exemples qui vont dans le sens de notre propos. Nous allons donc du coup maintenant passer à innovation frugale et monde entrepreneurial, Eric, et pour cela, nous allons échanger avec Jamila. Bonjour Jamila. Bonjour Sophie. Vous êtes anciennement directrice d'une structure sociale. Maintenant, vous vous orientez actuellement vers le domaine des ressources humaines pour y mettre à profit une vraie expertise en gestion. Et je le sais parce que vous êtes aussi attachée à ce que j'appellerais le sens de l'humain. C'est important pour vous. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe de direction. Vous avez une expertise en gestion administrative et financière, mais aussi en ressources humaines. Et pour vous connaître un peu, je dirais que travailler avec vous, c'est nouer un partenariat gagnant-gagnant. On a plaisir à se le dire de temps en temps toutes les deux. Vous avez une appétence particulière pour le développement des compétences et des carrières des collaborateurs, ainsi que l'accompagnement des managers dans la gestion des équipes. Et c'est avec vous que je laisse Eric Papin pour la suite. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Merci Eric. Alors moi, je dirais que la notion d'innovation frugale, donc c'est une certaine forme de simplicité, de la sobriété, de la tempérance. Il y a un proverbe indien qui dit « 1 et 1 font 11 ».
c'est une formule qui est adaptée à des initiatives de collaboration. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur la façon dont se définit ce concept maintenant au niveau ressources humaines? Les amis, on attaque les questions de RH là, et maintenant il faut s'accrocher. N'hésitez pas à prendre un petit verre au passage, hein. Il est plus de 18 h, on a le droit, hein, non. On peut se détendre. Alors, pour répondre à la question, donc on l'a dit, hein, c'est comment faire mieux avec moins. C'est basé sur de la relation proche avec le client, hein, puisqu'il ne faut pas… Enfin, un des enjeux derrière, c'est de répondre vite et bien et simplement aux besoins. Donc, il faut être flexible, agile, s'adapter aux changements, etc. Dans Innovation Frugale, il y a innovation et donc, logiquement, on retrouve ne serait-ce que les modèles de start-up en termes d'organisation d'entreprise et en termes d'impact et de concept RH. Je pense que les organisations adaptées sont qu'est-ce qu'on retrouve derrière la notion de start-up? On trouve la notion de petite équipe, y compris dans un grand groupe, hein, quand ils veulent aller vite, et créer une petite équipe qui se sépare complètement de la grosse organisation pour que cette équipe reste réactive. On retrouve la notion de pluridisciplinarité. Ce sont des petites équipes pluridisciplinaires parce qu'on n'est plus autant de l'inventeur solitaire, hein. Les bonnes idées se trouvent dans l'échange entre des idées, des savoirs, des techniques et culturels variés. Voilà, donc on est dans le collaboratif. On est il faut essayer de rendre la hiérarchie la moins prégnante possible. En tout cas, pas empiler les strates, hein, encore une fois, pour rester réactif. Et il faut que l'équipe dirigeante soit proche de cette équipe, si elle n'en fait pas partie. Parce qu'il faut décider rapidement pour rester encore une fois réactif. Donc voilà, on est je pense, sur ce type de modèles qui sont bien adaptés. Et à cela, il faut, ça au passage, c'est propre à toutes les structures innovantes, hein. À ça, il faut ajouter la sensibilité à l'environnement et aux enjeux sociétaux qui sont, comme on l'a vu, très prégnants derrière Innovation Frugale. Donc, en fait, on mobilise les collaborateurs sur cet objectif. Et comment, en fait, pouvons-nous développer ce potentiel humain? Alors, je ne sais pas s'il y a une recette miracle, hein, sur cet aspect-là, ne serait-ce que parce que les cultures d'une entreprise à l'autre, de toute façon, les recettes à mettre en œuvre ne sont pas forcément les mêmes, hein. La culture n'est pas la même, l'historique n'est pas le même, la réaction, les personnes qui sont derrière ne sont pas les mêmes. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait de recettes miracles, mais d'une manière générale, il faut que tous les collaborateurs soient engagés parce que les idées peuvent venir de partout. Et si on veut aller vite et bien, il faut que tous les collaborateurs de tout service soient mobilisés. Donc, il faut mobiliser le management et il faut bien gérer le dialogue avec le client. Et bon, voilà, après, on peut donner plein de retours théoriques, hein, mais moi, je voudrais illustrer quand même un impact, hein, sur qui me paraît intéressant, qui ressort également des startups, un impact sur la façon de travailler. C'est si on prend l'exemple de beaucoup de startups du numérique, hein, comment ils fonctionnent, y compris dans la Silicon Valley, surtout ils ne se jettent pas sur l'ordinateur pour faire du code. Quand ils ont une idée d'une nouvelle application, par exemple, beaucoup d'entre elles, c'est surprenant, hein, ils prennent du carton, des feutres, ils dessinent dessus des visuels, hein, de ce qu'ils imaginent comme application, comme usage. Ils vont voir direct des clients avec ça, qui sont emblématiques, et ils leur montrent, voilà, moi j'ai imaginé une appli, quand vous allez l'ouvrir, il va apparaître ça, ils montrent le carton, si vous appuyez là, à tel endroit, il va apparaître ce deuxième visuel, et là ils montrent leur deuxième carton, etc. Ils font même pas de proto,
forcément numériser, tellement ils veulent aller vite et ne pas forcément et ne pas perdre de temps. Donc, vous voyez bien que à travers ça, on est loin du modèle de l'ingénieur ou du technicien qui voilà, qui conçoit, qui va jusqu'au bout, qui veut faire le produit le plus parfait possible avant d'aller voir le client. Ce qui est plutôt selon cette façon qu'on a travaillé pendant longtemps et qui est louable. Hein. Il faut pas abandonner la qualité, mais voilà, dans la façon, en termes de méthodologie, on est passé aujourd'hui sur ce type de méthode et ben, voilà, on comprend bien que ça remet en cause certaines pratiques et donc il faut les gérer, il faut les manager. Et ce qui est important également dans ce type de processus, c'est qu'il est important de s'imposer régulièrement aux étapes clés, de s'imposer, de se reposer les questions. Est-ce que ce que je suis en train de concevoir, c'est le plus simple? Est-ce que c'est le plus sobre? Est-ce que c'est optimisé par rapport à ce qu'il va consommer en termes d'énergie, etc. C'est ça qui est également qui est important. Il faut se donner des étapes clés et s'imposer de se reposer régulièrement ces questions. Et donc, il faut créer de nouvelles dynamiques. Comme on dit en anglais, il faut think out of the box, donc penser hors de la boîte. Donc, on va laisser s'exprimer les collaborateurs sur leur méthode de travail. Comment on les associe à ce changement de stratégie de façon plus concrète? Qu'est-ce qui peut être mis en place? Alors, il existe déjà un certain nombre de méthodes que vous connaissez sans doute ou au moins avez entendu parler, qui sont là pour susciter de la créativité notamment. Donc, on peut parler de la fameuse boîte à idées, de mettre en place des groupes de réflexion. Alors là, l'intérêt, c'est d'aller chercher des collaborateurs de différents horizons, différents services, et de les sortir de l'entreprise, de les mettre dans un contexte assez différent et de dynamiser un peu leur réflexion et de voir ce qui sort comme idée. Il y a des méthodes type Kaizen qui consistent à aller se balader dans les services et discuter, échanger avec les gens et essayer de faire ressortir des idées. Il y a l'idée du concours interne, du prix d'innovation pour motiver. On peut s'inspirer des méthodes de Lean. Le lean management, c'est faire la chasse au gaspillage, aux tâches inutiles, aux pratiques complexes. On peut s'inspirer de toutes ces méthodes. Je ne suis pas moi-même un spécialiste, donc je ne vous ferai pas un cours là-dessus. Mais ce qui me paraît essentiel, dans tous les cas, quel que soit le choix, c'est l'environnement, c'est le contexte, c'est comment on implique l'ensemble des collaborateurs. C'est évident, mais il ne suffit pas en début d'année d'annoncer une nouvelle stratégie et de poser une boîte à idées sur une table à l'entrée de l'usine pour que ça fonctionne. Voilà, donc il faut faut que l'ensemble des collaborateurs soient impliqués, se sentent impliqués et de manière durable. Merci beaucoup pour ce partage au niveau des relations et des ressources humaines. Jeanne Lazare, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir Eric. Je me posais la question de savoir quel sera l'impact de l'innovation frugale sur les métiers de demain. Oui, alors on a déjà effleuré le sujet dans le sens où l'impact, il est sur l'environnement de travail et il concerne tout le monde, du directeur au manager, en passant par tout type de collaborateurs. Parce que, encore une fois, il faut développer l'agilité à tous les niveaux, et ça, c'est pas forcément évident. Il faut il faut motiver les équipes, il faut communiquer, il faut développer, pousser le collaboratif. Tout ça, on
on en parle régulièrement de ces aspects-là, mais encore une fois, ce qui est clé là-dedans, c'est que ben, je reviens sur l'effort qu'il faut donner et qui est à relativement court terme. On parle de 2-3 mois, typiquement, mais même dans le cadre du Covid, on était à l'échelle de la semaine, où il faut une entreprise ou enfin, quelqu'un, une idée, un projet, il mobilise une équipe fortement pendant plusieurs semaines. Et il se peut très bien que, si on suit le processus où on valide tout un tas de choses, il peut très bien être amené, au bout de quelques semaines, à réorienter le projet. Et ça, ça a pas mal, ça a beaucoup d'impact. Hein, il faut le gérer. Donc, donc voilà, c'est un impact encore une fois sur l'environnement de travail. Imaginez bien que dans ce contexte-là, il faut que l'équipe accepte. Ça veut dire qu'il faut que, dans certains cas, elle accepte qu'au bout de quelques semaines, elle se dit bon, wow, on a passé 2 mois, là, on était super motivés et il faut se recentrer sur une autre voie. Il faut accepter de se dire. Faut accepter l'échec. Enfin, c'est pas forcément un échec, là, c'est ce qu'on appelle le pivot. On réoriente le projet, mais voilà, c'est quand même un environnement de travail qui n'est pas celui du projet, du gros projet où on part sur 2-3 ans, on conçoit un avion, on donne les tâches à tout le monde, on fait des méga réunions, on n'est pas là, quoi. Donc, donc je dirais que l'impact par rapport à ça, c'est sur la façon de travailler, sur accepter de ne pas pousser trop loin la perfection par moment, accepter de revenir sur ce qu'on a fait, de repartir sur d'autres voies, explorer d'autres pistes, même si on n'a pas fini, même si on a la sensation de ne pas avoir terminé une voie. Et auriez-vous un exemple concret de nouveaux métiers qui s'inscriraient dans cette démarche, justement? Et on peut probablement parler de l'éco-conception, alors qu'il n'est pas une notion tout à fait nouvelle, hein, qui dans certains secteurs d'activité, ça fait un moment qu'on fait déjà de l'éco-conception, mais pour moi, c'est un exemple de métier de demain qui doit être fortement être lié à ce champ-là de l'innovation frugale, mais pas seulement. On voit pas mal de formations, il en existe, mais ça se déploie à tous les niveaux de qualification, Bac+2 à Bac+5. Et ce que je vois par rapport à la méthode, enfin, au métier qui existe déjà d'éco-concepteur, c'est que trop souvent, c'est un intervenant ponctuel dans un projet qui, à un moment donné, va regarder où en est l'état de la conception et va faire quelques remarques sur le choix de tel ou tel matériau. Il ne faut pas que ce soit que ça demain. Il faut que ce soit un intervenant qui ait un pouvoir de décision, qui ait un rôle transversal dans l'entreprise. Puisqu'il faut qu'il sache raisonner pas seulement sur ce qu'on lui présente, ce que l'équipe de conception lui présente, mais aussi sur qu'il sache répondre, est-ce que ça répond bien aux besoins du client, est-ce que c'est pour pouvoir dire si c'est trop sophistiqué ou pas assez, il faut avoir une connaissance transversale de l'activité et de l'entreprise. Ce qui fait également évoluer, je pense, ce métier, et lui faire prendre de l'ampleur, c'est que les outils s'affinent. Hein. On parle par exemple des outils ACV, analyse de cycle de vie, où on ne prend pas seulement en compte, pour calculer l'impact d'un produit, on ne prend pas seulement en compte ce qu'on voit, sur le choix d'un matériau, on prend également en compte tout, y compris le fait d'aller chercher un composant à l'autre bout de la planète, c'est un impact CO2 à travers la logistique, à travers le transport. On intègre dans
dans ces calculs ACV de plus en plus de choses qui sont plus représentatives de la réalité de l'impact. Et ça s'accompagne d'une réglementation qui se durcit, en tout cas en Europe. Donc, voilà, je vois par exemple dans ce métier, voilà, un métier qui doit prendre de l'ampleur et devenir, qui est assez emblématique de l'innovation frugale. Bon, merci Jamila et merci Dominique. Donc voilà, un nouveau métier peut-être à avoir en tête. Alors, on va passer donc au dernier thème. Et justement, l'innovation frugale, est plus qu'une philosophie et c'est une ingénierie. Ce qui me fait penser par rapport effectivement à ce qu'on a vu dans les commentaires. On va parler aussi, on entend beaucoup parler d'agilité, de méthode agile, d'économie circulaire. Donc tout ça, effectivement, on peut avoir la même question. Est-ce que ce sont juste des philosophies, des choses d'ailleurs qui peuvent se nourrir? Ou est-ce que derrière, il n'y a pas aussi quelque chose de plus construit et plus une méthode? Et d'ailleurs, donc vous allez pouvoir échanger sur ce sujet avec Anne. Bonsoir Anne. Bonsoir. Anne, vous êtes architecte DPLG. Vous avez une forte expertise réglementaire. On parlait justement aussi de la réglementation qui se durcit. Vous avez à cœur de participer à des projets innovants qui englobent la gestion de l'espace au service des utilisateurs et de leur bien-être. Et je dirais que si je prends architecture, urbanisme, conception de la ville, vous exercez dans des domaines qui certainement seront, voire sont déjà confrontés au concept de l'innovation frugale. Donc, je vous laisse la parole pour la poursuite des entretiens avec Eric. Exactement, merci Sophie. Bonsoir Eric Papin. Oui, en effet, en tant qu'architecte, je suis particulièrement sensible à ce sujet. Je suis séduite par le fait de reprendre mes cartons, mes crayons, partager avec mes clients. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué pour les voir en direct, mais voilà, je suis assez séduite. Mais je me trouve quand même parfois un peu prise entre deux feux, entre la haute technologie, l'entrée de la domotique de plus en plus et l'innovation frugale. Alors, faut-il nécessairement opposer les deux? Non, pour moi, il ne faut pas opposer les deux. Alors, même si mon premier exemple avait tendance à opposer aux technologies. Non, parce que je vois deux raisons de ne pas les opposer. D'abord, on ne peut probablement pas tout réussir de manière frugale, notamment sur les activités pionnières, donc les activités très prospectives. Alors, je vais prendre des exemples très exploratoires, comme aller sur Mars, comme explorer les profondeurs à plus de 4000 mètres des océans. Alors là, je prends des cas extrêmes, mais il y en a bien d'autres qui sont beaucoup moins extrêmes, mais où l'enjeu, pour l'instant, est d'y arriver. On essaie des choses, on ne sait même pas si c'est possible. Donc forcément, on ne va pas se rajouter des contraintes. On va déjà faire en sorte qu'on y arrive avec tous les moyens possibles et imaginables. Et donc, dans plein de domaines, on va toujours avoir besoin de développer des nouvelles technologies et d'utiliser la haute technologie. L'autre raison de ne pas l'opposer, c'est que la high-tech peut aussi nous aider à être frugal. Alors, justement, il y a un exemple intéressant tout à l'heure sur l'open source. Effectivement, ça peut nous permettre de développer des innovations frugales plus facilement. Je pourrais citer également un exemple qui vous concerne par rapport à votre activité dans le bâtiment, c'est le réemploi des matériaux. De nouveau, on parle pas mal de ce sujet, de réemploi des matériaux, et l'enjeu dans ce domaine-là, c'est de massifier, parce que, à toute petite échelle, évidemment, l'échelle de l'artisan, quand on peut réemployer, on le fait, mais l'enjeu, il est de massifier tout ça, et c'est pas évident parce que les chantiers sont très dispersés. Et il faut arriver à mettre en relation le chantier où on va récupérer tel et tel matériau avec celui qui peut les accepter. Et ça, c'est pas quelque chose d'évident. Et ce sujet revient fortement à l'ordre du jour à travers des gens qui développent des applications, des outils numériques pour justement
faire ces mises en relation à travers des plateformes. Donc, on voit bien que la haute technologie peut nous aider et déboucher sur de la frugalité. On peut citer également les téléconsultations en médecine, hein, dont on parle, qui ne sont pas encore très déployées, mais qui peuvent nous permettre de, évidemment pas pour tout, les problématiques de santé, mais si ça peut nous permettre d'avoir accès à une consultation plus rapidement, plus simplement, pour des choses assez basiques, ben, je pense qu'on aura amélioré un certain nombre de choses et de manière relativement simple. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, innovation frugale et haute technologie, il faut les faire vivre ensemble, intelligemment. On peut citer un autre domaine, hein, c'est le domaine des matériaux, qui est mon domaine de spécialité à la base. Moi, quand je suis sorti des études dans ce domaine-là, au niveau recherche, haute technologie, liée aux matériaux, on ne parlait que de performance, hein. On parlait d'envoyer, l'Europe à l'époque parlait de faire sa propre navette spatiale, on parlait de matériaux qui supportent 3000 degrés, qui supportent des trucs extrêmes. On ne parlait que de ça dans les entreprises et laboratoires innovants sur les matériaux. Aujourd'hui, on en parle encore, évidemment, parce qu'il y a toujours des besoins d'améliorer des matériaux, mais la majorité, enfin plus de 50% des financements aujourd'hui vont sur des sujets de recherche dont le but est de produire des matériaux qui existent, mais de manière beaucoup plus sobre, en consommant moins d'énergie, avec beaucoup moins d'impact CO2. On a des sujets en R&D aujourd'hui, en recherche, y compris académique, qui portent sur la terre crue, qui portent sur ce genre de... Alors évidemment, il ne s'agit pas... il s'agit d'améliorer, d'industrialiser ces aspects-là, mais voilà, juste pour dire que dans tous les domaines se côtoient déjà des innovations frugales et de la haute technologie. Merci, très intéressant. Finalement, l'innovation frugale est-elle synonyme de simplicité? Alors, très bonne question, parce que quelquefois, quand on décrit l'innovation frugale, on insiste sur l'aspect simplicité. Donc, on pourrait être amené à confondre, mais je ne voudrais pas qu'on reste sur cette idée, parce que ce qui doit être simple, c'est la solution qu'on apporte. Mais la manière d'y arriver, elle, n'est pas forcément simple. Par exemple, on parle de la fusée d'Elon Musk, là, il s'agit de réduire les coûts et de réduire les déchets en récupérant des parties de la fusée. Aujourd'hui, je ne sais même pas où ça tourne autour de nous, là, à l'échelle de déchets, ou ça finit dans l'océan, je ne sais même pas trop. Mais on voit, au passage, on voit bien que même dans le spatial, hein, on a des exemples d'innovation frugale. Or, récupérer ces éléments de fusée, ce n'est pas forcément ce qui est le plus simple. D'ailleurs, si on ne l'a pas déjà fait, c'est que c'est probablement compliqué. Donc, in fine, on va vers de la frugalité, mais la manière d'y arriver n'est pas forcément simple. Il faut être judicieux, il faut développer de l'ingéniosité. Donc, il ne faut pas confondre solution simple et manière d'y arriver. Voilà. Et il y a juste pour prendre un petit exemple anecdotique, hein, qui m'a bien plu cet été, qui concerne, quand j'ai eu l'occasion de visiter le gouffre de Padirac à un moment où on pouvait sortir entre deux confinements. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre l'innovation frugale et le gouffre de Padirac. Simplement, c'est Charles Martel qui a exploré, hein, jusqu'au bout du gouffre, le premier, hein, et à un moment donné,
s'est trouvé face à un problème suivant. Il devinait à travers sa petite loupiote, là où sa bougie, il devinait qu'il était dans des grandes salles immenses, magnifiques et hautes, sans pouvoir vraiment les voir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait pour faire ça? On déroule du câble, on met un gros générateur, on met des grosses lumières, on déballe la cavalerie, ça marche, mais ce n'est pas forcément super sobre. Lui, il a eu l'idée géniale de reprendre le principe de la montgolfière, hein, où quand on chauffe l'air dans un ballon, le ballon s'élève. Donc, il a conçu des petits ballons translucides, je ne sais pas s'il a mis une bougie ou une autre source lumineuse, les ballons se sont élevés, il en a envoyé plusieurs et ça lui a permis d'éclairer toutes ces salles. Et cerise sur le gâteau, en chronométrant le temps qu'il a fallu à ces ballons pour atteindre le plafond, il a pu mesurer la hauteur. Donc, voilà une façon. À l'époque, je pense qu'on aurait pu attribuer ça à de l'innovation frugale. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est ingénieux. La solution est simple, enfin, en tout cas quand on la présente, mais dans la façon d'y arriver, elle n'a pas forcément été simple. Encore faut-il avoir l'idée et puis connaître ces principes physiques. Donc voilà, non, ce n'est pas synonyme de simplicité, innovation frugale. Ça peut même être plus complexe puisqu'on se rajoute des contraintes en fait. Des contraintes de sobriété, attention à la consommation énergétique, aux déchets, etc. Donc, comme on se rajoute des contraintes, ça peut même être plus complexe. Merci beaucoup pour votre réponse. Je disais merci Anne. Eric, il y avait une question où je vais me permettre de répondre moi-même parce que c'est mon domaine très rapidement. Il y avait une question, c'est peut-on aussi faire du domaine de la frugalité dans des domaines plutôt dématérialisés comme la com? Je vais vous donner un exemple très précis. Jusque-là, une agence de publicité venait proposer un concept à une client, arrivait avec 3-4 slogans différents. Le client prend un, les autres allaient à la poubelle. Et donc, récemment, on remet sur le marché ces slogans de manière à ce que d'autres entreprises puissent en profiter, donc pour pas cher. Donc, vous voyez, même en dématérialisé, on peut faire l'innovation frugale. Donc, ça n'a pas de limite. Écoutez, je vous remercie tous, l'ensemble de nos intervenants, que ce soit la promo Parcours Cadre ou Eric Papin. Merci pour votre présence ce soir. Je pense que c'est un concept qui a de beaux jours devant lui et je pense qu'il est important qu'il puisse être compris et que la société puisse l'approprier. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Pensez qu'il y aura le replay qui sera mis en ligne sur la page LinkedIn de l'événement. Et donc maintenant, je pense que vous savez ce qu'il y a de commun entre Navi Radio, qui a contribué à populariser la notion d'innovation frugale avec sa devise qui était « Comment faire mieux avec moins ». MacGyver, alors lui, la devise, ça serait même « Comment faire tout avec rien du tout ». Et Gunther Bunschek, qui était à la tête de l'entreprise Tata Motors et qui avait créé une nano-voiture pour 2 000 € sur le marché indien. Donc voilà, c'était l'annonce du webinaire de ce soir. Maintenant, vous l'avez bien compris. Merci à tous pour votre participation. Je vous relaisse à vos activités. Je vous annonce donc qu'à partir de 2 jours, nous serons tous confinés généralement à 18 h, puisque M. Castex parlait en même temps que nous. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Donc, je vous fais un résumé, tant qu'à faire, pour ceux qui sont quand même restés. Et il n'est pas inconcevable dans quelques jours de faire un confinement général. Courez donc au gouffre de d'Irak tout de suite. Voilà, ça va presque de refermer. Voilà, bonne soirée à tous. Merci, au revoir.